Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives fréquemment rencontrées en clinique. Avec moi en studio aujourd'hui est ma co-hôte Dr Adriana Lazarescu. Adriana, la semaine dernière, nous avons parlé de la présentation clinique et du diagnostic de l'achalasie. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, maintenant que nous avons une meilleure idée de ce qu'est l'achalasie, je pense que ce serait une bonne idée de discuter de la prise en charge de celle-ci. Parfait. Peut-être devrions-nous réviser les critères diagnostiques de l'achalasie avant d'aller plus loin? Bien sûr. Tous les patients atteints d'achalasie partagent deux caractéristiques. La première est l'absence de relaxation du sphincter œsophagien inférieur en réponse à la déglutition. Et la deuxième est l'absence de péristaltisme œsophagien. Il y a trois types d'achalasie. Le type 1 se caractérise par une absence de pression dans le corps œsophagien. Dans le type 2, on retrouve des bandes de pressurisation pan-œsophagienne. Enfin, le type 3 est caractérisé par des spasmes de l'œsophage distal. Merci pour ces clarifications. Passons maintenant aux options thérapeutiques pour traiter l'achalasie. Parfait. D'abord, toutes les interventions disponibles ont pour but d'ouvrir le sphincter œsophagien inférieur pour permettre à la nourriture de passer de l'œsophage vers l'estomac. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir l'achalasie. Donc, toutes ces options visent à diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'absence de péristaltisme de l'œsophage? Malheureusement, il n'y a rien que l'on peut activement faire pour rétablir le péristaltisme. Par contre, certaines études ont démontré que dans une minorité de patients atteints d'achalasie, le péristaltisme peut partiellement revenir une fois que l'obstruction du sphincter œsophagien inférieur a été levée. Alors, que faisons-nous avec l'incapacité du sphincter œsophagien inférieur à se relaxer dans l'achalasie? De façon générale, il y a trois options thérapeutiques principales. La chirurgie, appelée la myotomie de Heller, la dilatation par ballon pneumatique du sphincter œsophagien inférieur et le POEM. Pourquoi ne pas réviser quelques-uns des avantages et inconvénients de chaque option? La chirurgie effectuée pour traiter l'achalasie s'appelle l'amyotomie de Heller avec ou sans fond d'applicature de Dor et peut être effectuée par laparotomie ou par laparoscopie. De nos jours, la plupart des cas standards sont faits par laparoscopie. La myotomie de Heller consiste à sectionner les fibres musculaires de l'œsophage inférieur, du sphincter œsophagien inférieur et du cardia sans ouverture de la muqueuse. La raison pour laquelle la fondoplicature de Dor est une option est que jusqu'à 40% des patients présentent du reflux gastro-œsophagien après une myotomie de Heller. La fondoplicature doit être moins serrée que d'habitude pour éviter que les patients présentent de la dysphagie post-opératoire. Les complications, en plus de reflux, sont surtout en lien avec les risques innés de la chirurgie. La dilatation par ballon pneumatique est une autre option possible. Celle-ci est faite endoscopiquement, sous fluoroscopie, et le but est de déchirer les fibres musculaires du sphincter œsophagien inférieur pour en diminuer sa pression. Il y a trois grosseurs de ballon, 30, 35 et 40 mm. Chaque dilatation est faite lors d'une session différente. Certains patients ont besoin d'une, de deux ou de trois dilatations et il est impossible de prédire combien de dilatations un patient aura de besoin pour obtenir un bénéfice sur ses symptômes. 30 mm de diamètre pour une dilatation de la jonction gastro-œsophagienne me semble impressionnant, non? En effet, surtout considérant que le diamètre de l'œsophage est d'environ 20 mm. Mais le but d'une dilatation pneumatique est vraiment de déchirer les fibres musculaires du sphincter œsophagien inférieur et pour ce faire,
un diamètre significativement plus grand qu'une dilatation régulière est nécessaire. Cette technique porte certains risques. Plus particulièrement, il y a un risque de perforation d'environ 3%, ce qui est une complication sérieuse. Le reflux gastro-œsophagien est aussi une conséquence possible, mais ceci est moins fréquent qu'avec la chirurgie. Et qu'en est-il du POEM? POEM est un acronyme pour Per-Oral Endoscopic Myotomy. Essentiellement, le cœur de la technique est le même que la myotomie de Heller, c'est-à-dire sectionner les fibres musculaires de l'œsophage inférieur, du sphincter œsophagien inférieur et du cardia. Par contre, cette technique est faite endoscopiquement et donc il n'y a pas de cicatrice chirurgicale et la convalescence est plus rapide. La complication la plus fréquente après un POEM est le reflux gastro-œsophagien. Est-ce qu'une fondoplicature est aussi effectuée avec cette procédure? Pour le moment, la fondoplicature endoscopique n'est pas pratiquée de routine car à l'heure actuelle, celle-ci en est à ses débuts et n'est pas disponible à grande échelle. Alors, comment décider quelle thérapie choisir pour un patient en particulier? C'est une excellente question, Alicia. Comme la plupart des pathologies, le traitement doit être individualisé. Heureusement, la littérature nous donne un certain guide sur la thérapie à utiliser dépendamment du type d'achalasie, l'âge du patient et ses comorbidités. Par exemple, les patients atteints d'achalasie type 3 ont une meilleure réponse thérapeutique avec le POEM. En effet, il est possible de pratiquer une myotomie plus longue au niveau du corps œsophagien durant la procédure. Ceci permet de couper les fibres musculaires sur toute la longueur de l'œsophage où il y a évidence de spasme. À l'inverse, lorsque ces patients sont traités par chirurgie ou dilatation pneumatique, la zone de spasticité de l'œsophage n'est pas prise en charge et ces patients présentent souvent de la dysphagie et des douleurs thoraciques résiduelles. C'est pour ces raisons que la meilleure option pour les patients atteints d'achalasie type 3 est le POEM. Qu'en est-il des types 1 et 2? Les patients atteints d'achalasie type 2 sont ceux avec la meilleure réponse thérapeutique de façon générale et toutes les options sont à peu près comparables entre elles. Pour les types 1, il semble que les interventions offrant une myotomie ont un meilleur résultat, donc la chirurgie ou le POEM sont généralement les options préconisées. Par contre, la dilatation pneumatique est aussi une intervention efficace pour les types 1. De plus, chez les jeunes patients, particulièrement les jeunes hommes, il semble que la réponse à la dilatation pneumatique par ballon ne soit pas aussi bonne. Ainsi, ils sont souvent référés pour une chirurgie ou un POEM. Un autre avantage de la myotomie est que la durée de la réponse thérapeutique semble être plus longue, ce qui est important à considérer chez un jeune patient qui sera atteint de cette maladie pour le reste de sa vie. Et si notre patient n'est pas candidat à ces 3 interventions, y a-t-il d'autres options? 2 autres traitements sont aussi disponibles, soit l'injection de toxine botulique, Botox, au niveau du sphincter œsophagien inférieur et les thérapies pharmacologiques. Est-ce que ces options sont pour tout le monde? Discutons d'abord du Botox. Comme tu le sais, Alicia, le Botox est un paralysant musculaire temporaire. Il peut être injecté selon différents protocoles et un des plus fréquemment utilisés est l'injection de 100 unités séparées en 4 cadrans au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Le but étant de diminuer la pression de celui-ci. Le taux de succès est moindre que les autres interventions discutées précédemment et l'effet est temporaire et dure en moyenne 4 à 6 mois. L'injection de Botox peut être répétée lorsque les symptômes récidivent, mais généralement, l'efficacité diminue avec le temps. Compte tenu de sa moindre efficacité et de son effet temporaire, cette intervention est surtout réservée aux patients qui ne sont pas candidats aux autres options thérapeutiques plus invasives, étant donné leur âge avancé et leur comorbidité.
Enfin, la dernière option est la thérapie pharmacologique. Celle-ci est l'option la moins efficace. Les bloqueurs de canaux calciques et les nitrates sont les deux médicaments les plus couramment utilisés et leur mécanisme d'action consiste à diminuer la pression du sphincter œsophagien inférieur. Les bloqueurs de canaux calciques sont habituellement pris avant les repas. Ces deux médicaments peuvent entraîner des effets secondaires tels que les maux de tête et l'hypotension. Compte tenu de sa moindre efficacité, la pharmacothérapie ne doit être utilisée que pour les patients qui ne sont pas candidats à la myotomie de Heller, à la dilatation pneumatique ou au POEM et qui n'ont pas répondu à l'injection de Botox. Qu'arrive-t-il lorsqu'un patient a déjà subi plusieurs thérapies par le passé et qu'il en est à un stade d'achalasie terminale avec un œsophage très dilaté qui ne répond plus aux différents traitements discutés plus tôt? En dernier recours, l'œsophagectomie peut être offerte pour un patient toujours considéré comme un bon candidat chirurgical. Si ce n'est pas le cas, une alimentation entérale peut être nécessaire. D'accord. Merci Adriana pour ce résumé des différentes options thérapeutiques de l'achalasie. J'espère que ce podcast aura été utile pour nos auditeurs. La semaine prochaine, nous discuterons plus en détail de la manométrie œsophagienne. Restez à l'écoute. À bientôt! À bientôt!